Abordons maintenant le chapitre 2. Celui-ci a pour objectif de définir le concept de besoin et d'apprendre à faire une bête à cornes. La norme définit le besoin comme la nécessité ou le désir éprouvé par un utilisateur. Si l'on prend ces trois véhicules, on peut se demander à quel besoin ils répondent. Bien sûr, le besoin est de déplacer des passagers d'un lieu de départ à un lieu d'arrivée, mais il y a également d'autres besoins qui sont associés à ces produits. Par exemple, le besoin de confort, de sécurité, d'économie, de réduction d'impact sur l'environnement, la volonté de montrer sa puissance éventuellement, d'épater le voisin, de rêver, de s'évader. On voit donc que le besoin, c'est quelquefois assez complexe à formuler. Les caractéristiques d'un besoin, c'est qu'il peut être exprimé ou implicite, avoué ou non, latent. Mais si vous oubliez d'exprimer la partie implicite d'un besoin, le client ne sera pas satisfait. Alors le besoin peut évoluer au cours du temps selon les innovations concurrentes. Un exemple fameux, c'est celui du fameux Fort Boyard que tout le monde connaît en principe, qui a été construit pour protéger l'arsenal de Rochefort-sur-Mer parce que la portée des canons était insuffisante à l'époque pour atteindre les navires passant entre les îles d'Aix et d'Oléron. Lorsqu'il est achevé en 1857, eh bien, il est inutile puisque la portée des canons entre-temps est devenue suffisante pour protéger la rade. Il est donc important, lorsqu'on formule un besoin, d'en valider la pérennité. Souvent, lorsqu'on demande à quelqu'un de formuler un besoin, eh bien, il aura tendance à mal le faire et à plutôt exprimer une solution qu'un besoin. Par exemple, si vous dites j'ai besoin d'une lampe, en fait on peut se demander pourquoi vous avez besoin d'une lampe. Parce que j'ai besoin de lumière. Mais pourquoi avez-vous besoin de lumière? Parce que j'ai besoin de me déplacer dans l'obscurité, sans risque, dans mon jardin. Et en fait on s'aperçoit en réalité qu'il y a d'autres produits que la lampe qui vont répondre à ce besoin. Par exemple, être capable avec des cailloux fluorescents de matérialiser les allées du jardin. On ne fera pas un bon produit si on n'a pas bien identifié le besoin, évidemment. Alors un produit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la norme nous dit que c'est ce qui est fourni à un utilisateur pour répondre à un besoin. Et comme on vient de le dire, pour faire un bon produit, il faut avoir identifié le vrai besoin. Quand on conçoit ou qu'on reconçoit un produit, en fait, on suit ce qu'on appelle une logique de résolution de problème. C'est-à-dire qu'on va d'abord poser le besoin, c'est-à-dire quel est le problème que l'on veut résoudre. Ensuite, on va essayer d'identifier les fonctions que le produit doit satisfaire, quelles sont les fonctions à assurer. Et enfin, le produit sera simplement la réponse ou une réponse concrète aux besoins du départ. Alors le domaine de l'analyse fonctionnelle externe portera sur les deux premières parties. Nous n'aborderons pas dans ce cours l'analyse fonctionnelle interne. Les fonctions doivent satisfaire le besoin. Ici, le besoin est formulé par l'ellipse bleue et les fonctions par l'ellipse verte. On voit que si ces deux ellipses sont décalées, eh bien, il y a une zone ici qui correspond en fait à un besoin qui n'a pas été satisfait par des besoins, c'est une par des fonctions, pardon, c'est une insatisfaction de l'utilisateur. Et ici, on s'aperçoit qu'une partie des fonctions ne répondent pas aux besoins et sont donc quelque chose d'inutile et qui va occasionner un surcoût pour le produit. On pourra traiter deux types d'analyse fonctionnelle. La première à gauche, en fait, c'est quand on ne présage pas d'une solution, c'est ce qu'on fait avec l'analyse fonctionnelle externe. Ça concerne un produit existant comme un produit nouveau. Et comme je le disais tout à l'heure, on ne traitera pas dans ce cours l'analyse fonctionnelle interne qui traite d'un produit existant pour une solution donc déjà connue. Les étapes de l'AF, de l'analyse fonctionnelle, eh bien, il y en a trois, et on va maintenant les détailler les unes après les autres. La première va consister à définir le système étudié, c'est-à-dire ses frontières, son environnement, et on va lui donner un nom neutre. Alors pour commencer, j'ai choisi un petit exemple simple que la plupart d'entre vous connaissent bien, le fameux tire-bouchon de Gaulle. On pourrait se demander pourquoi il porte ce nom-là. Bon, ceux qui en fait ont quelques souvenirs d'histoire verront tout de suite l'analogie. Alors, ce tire-bouchon, eh bien, on va commencer par en définir les frontières et l'environnement. Alors les frontières, c'est pas compliqué, ce sont, on va dire, les surfaces du produit.
L'environnement, c'est constitué par l'utilisateur du fameux tire-bouchon, par la bouteille, par le bouchon lui-même. Et on va lui donner un nom neutre, par exemple TBDG, comme tire-bouchon de Gaulle. Alors l'idée de donner un nom neutre, c'est simplement d'éviter d'avoir en tête une solution existante et donc de s'abstraire un petit peu de ce qu'Altschler appelle l'inertie psychologique. Ceci étant fait, on va maintenant définir le besoin. Pour ça, il faut l'identifier et on va utiliser ce qu'on appelle la bête à cornes. Alors la bête à cornes dont on parle, la voici, la fameuse bête à cornes. Elle est constituée en fait de 3 bulles. La première en haut à gauche va répondre à la question à qui le système rend-il service. La bulle en haut à droite va dire sur quoi le système agit-il. Ici nous aurons donc le système avec un nom neutre. Et enfin on va dire dans quel but, et cette formulation du but se fera à l'aide d'un verbe plus une référence aux 2 éléments des cornes qui se trouvent ici en haut. Dans le cas du tire-bouchon TBDG, eh bien, à quel besoin répond ce produit? Il va servir à ôter le bouchon ou à décapsuler les bouteilles. En effet, il est muni ici d'un décapsuleur. Alors en fait, nous, on va se limiter à la fonction, au besoin tire-bouchon. On va oublier la partie décapsulage de bouteilles. À qui le système rend-il service? Eh bien, au serveur de vin, celui qui va avoir besoin de servir le vin. Sur quoi il agit? Sur l'état de la bouteille, puisqu'elle était fermée et qu'elle va être ouverte. Dans quel but? Eh bien, permettre au serveur de vin d'ouvrir une bouteille munie d'un bouchon. On va maintenant passer à un produit un peu plus technique, un treuil d'hélicoptère. Alors, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu complexe pour certains, mais ce système permet tout simplement de lever des charges peu accessibles, parfois en situation d'urgence vitale. On va essayer de définir les frontières, l'environnement et de donner un nom neutre. Alors, le treuil d'hélicoptère, pour le sauvetage en montagne, eh bien voilà un petit peu le type de situation qu'on va pouvoir rencontrer. Vous avez ici un sauveteur qui est accroché au bout d'un filin à ce fameux treuil d'hélicoptère, dans le but par exemple d'aller secourir une victime qui est dans un lieu inaccessible à pied. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner également. Et on voit ici un opérateur qui est en train en fait de guider le câble pour que celui-ci descende au bon endroit. Alors un peu plus en détail, voilà à quoi ressemble le fameux treuil d'hélicoptère. Vous avez un tambour autour duquel un câble est entouré. Et puis, alors je vais passer sur le détail parce que c'est assez complexe comme dispositif, mais disons que ça permet de faire descendre ou monter un crochet qui se trouve ici, et avec ici un petit système qui permet de l'attraper facilement et également d'éviter que le crochet n'aille s'accrocher accidentellement dans un élément du relief. Ce que l'on trouve donc dans l'environnement immédiat du treuil, le treuil c'est toute la partie, je veux dire, quincaillerie, un petit peu comme ce que vous avez dans la roue arrière de votre vélo. Eh bien, le treuil est attaché à un moteur. C'est le moteur qui fait tourner le tambour qui va enrouler ou dérouler le câble. Dans l'environnement du treuil, on va trouver également l'hélicoptère, le pilote, le blessé, l'opérateur, le secouriste, le relief, des conditions climatiques, etc. Alors, on va pouvoir définir ici plusieurs niveaux de système. Le premier, en fait, va être composé du treuil et du moteur. C'est ce qu'on appellera le système de niveau 1 que l'on nommera syslève. Son rôle est simplement de lever ou baisser une charge. Le treuil, en effet, ne peut pas fonctionner tout seul. Il faut qu'il soit associé à un moteur. Le système de niveau 2, c'est ce qui est entouré ici en rouge, c'est ce qui va porter secours aux victimes. Et on voit bien que le blessé ne fait pas partie du système, puisqu'en fait, c'est le système qui va lui rendre service. Alors quel est le niveau de système qu'on va étudier? On voit ici que c'était un peu complexe puisqu'on a défini 2 niveaux, parfois il peut y en avoir encore d'autres. Eh bien le bon niveau de système, c'est celui qui rend directement service à l'utilisateur final. Donc si on étudie ce qui rend service au blessé, on va étudier le système de niveau 2. Si on étudie ce qui rend service à l'opérateur, qui va manipuler donc le moteur plus le treuil, eh bien, on va étudier le syslève. C'est ce que nous ferons dans cette étude. Donc on se limite au syslève, l'opérateur final est donc l'opérateur. On va maintenant identifier le besoin à l'aide de la bête à cornes, comme nous l'avions fait tout à l'heure. À qui le système rend-il service? Eh bien à l'opérateur. Sur quoi agit-il? Sur l'altitude de la charge. Dans quel but? Eh bien de modifier l'altitude de la charge manipulée par l'opérateur. Et voilà l'expression du besoin pour le système de niveau 1. On retrouve dans cette formulation
ce que l'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire un verbe et une référence aux deux parties, aux deux cornes en fait de la fameuse bêta-corne. Maintenant, on va essayer de vérifier que le besoin ne risque pas de disparaître ou d'évoluer. Pour cela, on va se poser la question pourquoi, c'est-à-dire à cause de quoi le besoin existe-t-il, et dans quel but ce besoin existe-t-il. Et on va essayer d'identifier toutes les raisons qui vont justifier le besoin, humaines, sociologiques, économiques, etc. Dans notre cas, le besoin existe à cause de quoi? À cause du fait que l'homme ne peut lever de charge lourde sans assistance, que la sécurité de l'homme, que l'homme seul ne peut garantir, est un critère essentiel dans les opérations aéroportées. Et troisième raison, certaines situations nécessitent de lever ou de baisser une charge à partir d'un vol stationnaire pour des questions d'accessibilité. Ça, c'est la formulation à cause de quoi. Maintenant, dans quel but le besoin existe-t-il? Pour faciliter les mouvements de montée et baisse de charge par l'opérateur. Maintenant, on va essayer de regarder si ces raisons qu'on a trouvées risquent de disparaître ou d'évoluer. Donc pour chacune des raisons, on va voir ce qui peut la faire évoluer ou disparaître, et s'il y en a au moins une qui persiste, eh bien c'est que le besoin est validé. Dans notre cas, l'homme devient capable de lever des charges très lourdes. Il n'y a aucun risque évidemment que ça se produise, c'est plutôt même la tendance inverse. Deuxième cas, les charges à lever deviennent légères, c'est plutôt l'inverse également, on a tendance à vouloir lever des charges de plus en plus lourdes. Et troisième autre raison, donc la sécurité n'a plus d'importance, ça serait plutôt l'inverse. Et enfin, les situations d'utilisation en vol stationnaire disparaissent, plus de secours en montagne ou en mer, c'est assez peu probable. Donc, on peut en conclure que le besoin que nous avions formulé est validé. Pour faire une synthèse de la bêta-corne, l'analyse fonctionnelle se focalise sur les fonctions indépendamment des solutions. Et dans une démarche d'analyse fonctionnelle, nous devrons donc définir précisément le système étudié, ses frontières, oublier les noms qui font penser à une solution, définir le besoin à l'aide de la bêta-corne, et enfin le valider. Maintenant que ce besoin est spécifié, il va falloir recenser toutes les fonctions que le produit devra satisfaire. C'est ce que nous ferons dans le prochain chapitre.